Bonjour et bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, je reçois un invité pour les gens qui écoutent la télévision depuis quelques années. Ils vont sans doute le reconnaître. Il fait partie de l'histoire de la TVC même. C'est l'ancien directeur ici à la télévision communautaire de l'Érable. J'ai nommé Dominique Fortier. Salut Francis, salut tout le monde. Bonjour Dominique, ça va bien? Ben oui, très bien, merci. Oui, Et toi? oui, super bien. Comment ça fait de revenir dans les studios ici? Je pense que ça rappelle des super de bons souvenirs parce que, j'ai été une douzaine d'années ici, donc ce qui me fait toujours plaisir, c'est de voir la continuité qui est faite, de voir les nouveaux équipements qui sont miniaturisés par rapport aux dinosaures qu'on avait dans le temps. Oui, non, ça fait toujours chaud au cœur de venir faire une petite saucette dans le domaine de la télé ici, là, dans l'érable. Oui, super. Et puis, ben c'est ça, on t'a invité ici. Dans le fond, on aimerait connaître un petit peu ton passé, ton histoire. Tu sais, tu fais quand même partie de notre histoire ici. Fait qu'on voulait te connaître un petit peu plus. Puis, pour être directeur ici, il faut être quelqu'un de passionné, ça, c'est Oui, certain. alors ça c'est sûr, c'est un minimum prérequis là, d'être débrouillard puis d'être capable d'être très polyvalent. Oui. Toi, tu es originaire de Inverness. Oui, c'est ça, je suis né à Inverness et les premiers emplois, j'ai grandi là, tu sais, un peu comme les gens là-bas. Et puis j'ai commencé mes premiers emplois. Mon premier emploi, ça a été marionnettiste. Et OK. ça, je pense qu'il y a peu de gens qui le savent, là. Mais j'ai été marionnettiste. Mon père, voyant que je m'intéressais aux marionnettes puis tout ça, il m'avait fait un premier théâtre de marionnettes dans un ancien cadre de télévision, à patenter avec des lumières puis tout le kit. Et puis là, j'ai fait des représentations. Et à un moment donné, j'ai eu des contrats. Même un des premiers contrats que j'ai eu, c'est ici à Plessisville, à l'école Notre-Dame. Je pense que c'était un M. Levasseur qui était directeur à l'époque. Il m'avait invité à faire une journée. Il m'avait engagé pour faire une journée de spectacle de marionnettes dans le cadre d'une activité pour les élèves. Et aller de première année à aller à cinquième année, ça avait bien été. Mais rendu à sixième année, les enfants, eux autres, les marionnettes, c'était assez Ça a spécial. dépassé un Oui, peu c'était un plus, peu. Mais j'étais bon en improvisation. OK. Donc, j'avais eu l'idée de dire, le prochain qui va rentrer en retard, je vais le faire chanter. Et ça a été instantané, là. Il y a deux personnes qui rentrent en retard. Et on se dit, ben eux autres, vu qu'ils sont en retard, on va les faire chanter. Et là, le bal a parti. Et ça a clos la journée sur ça. Donc, l'imagination, c'est très important dans quoi que tu fasses. Tu peux vraiment t'en servir et ça va vraiment là, régler beaucoup de problèmes. Ça a été à ce niveau-là. Marionnettiste. C'est toi qui écrivais des textes, là. Tu parles d'improvisation, mais sinon, Oui, il y avait quand même une j'écrivais les histoire. textes, on faisait nos propres décors sur un mini plywood OK. qu'on mettait à l'intérieur. Mon père m'avait décidé de me faire un autre théâtre, un vrai théâtre avec des rideaux qui ouvraient, des lumières. Puis à l'intérieur de mes décors, j'avais des petites fenêtres avec des cellophanes que je OK. pouvais voir qu'est-ce qui se passait en avant de moi. Et j'ai fait plusieurs contrats. J'ai fait l'ouverture du centre d'achat ici à Plessisville. J'ai fait plusieurs contrats, puis à un moment donné, je suis passé à d'autres choses. Mais comme des amis me disaient, si j'avais été à Montréal, j'aurais probablement travaillé à Radio-Canada comme marionnettiste. Oui. Mais en région, on était loin de tout ça, on était loin de ce qui Ouais. se passait vraiment. Mais j'adorais ça, ça a été une expérience, ma première expérience de contrat public. OK. Ouais. Mais sinon, c'est ça, on parle de créativité. Si on recule encore, comme petit garçon, t'étais-tu Ouais. quelqu'un d'imaginatif, Ben j'imagine? oui, j'étais plus peut-être solitaire, mais OK. dans ma tête, à moi, je créais des personnages, j'écrivais un peu des textes et je faisais aller mon imagination et j'ai aussi adhéré à des lignes d'improvisation. OK. Il y avait une ligue d'improvisation à Inverness à l'époque qui venait jouer à Plessisville, à Victo. Donc, c'est sûr que j'en profitais parce que j'adorais ça. Et Mhm. on a connu un bon succès là-dedans et ça m'a toujours suivi par après. L'improvisation, c'est quelque chose qui peut te sortir de, de- de panier de crabe, comme on dit là, parfois. Là. Ouais. Ah, c'est super. Puis, après ton expérience de marionnettiste, professionnellement parlant, tu t'es dirigé vers quoi? Oui, en terminant l'école, je me suis en allé à l'auberge d'Inverness. OK. Alors, j'ai travaillé comme barman, j'ai travaillé comme homme à tout faire. On s'occupait de l'hôtellerie lorsque les gens venaient louer des chambres et tout ça. Et de fil en aiguille, après ça, je suis allé travailler pour un traiteur, M. Michel Metcalf, qui était traiteur au manoir ici à Plessisville. Mhm. Et là, je travaillais dans la cuisine, à être cuisinier, puis serveur.
Donc, j'ai roulé ma bosse quand même. Là, j'ai fait plusieurs petits emplois. Après ça, je me suis en allé dans le domaine de la sécurité. Alors, j'avais suivi un cours d'agent de sécurité. Et entre-temps même, j'avais commencé des contrats d'entretien au OK. niveau des bâtisses du gouvernement à Québec. Alors, au niveau de la sécurité et de l'entretien, c'était surtout à Québec. Alors, j'ai déménagé là-bas. OK. Et Oui, non, ben ça, parlant de déménagement, t'es allé faire rôder à Montréal un petit oui, peu, t'es revenu en région, t'es allé à Québec, tu t'es promené un petit peu, mais entre la ville et la campagne, je serais curieux. ah, c'est Où ton sûr et cœur se certain que c'était situe? toute une aventure, là, déménager en ville. Je me rappelle les premières fois que j'ai déménagé en appartement, là. Tu te dis, ouf, t'es loin des repas de maman, hein? Oui. Puis les côtés pratiques des papas, tu sais. Et mais ça appelle à la débrouillardise, hein? On a commencé à manger des sandwichs au beurre de peanut, des kékanes, puis après ça, on apprend à se faire à manger parce que on dit, ben, on veut élaborer nos menus, mais ça fait partie de tout apprentissage de quelqu'un qui rentre en appartement. Mais aussi, euh, j'ai aimé ça parce que, bon, ben, tu quittes ton havre de paix, de jeunesse, puis là, tu découvres la ville, les activités, les gens. Donc, oui, c'est très formateur. Oui, et qu'est-ce qui t'aurait fait revenir ici dans la région? Bien, là, à un moment donné, dans le domaine de la sécurité, j'ai été travailler aussi. Ben, ce qui m'a ramené surtout, c'était le Musée du Bronze qui ouvrait OK, ses portes. Alors, j'avais été engagé comme guide animateur au OK. Musée du Bronze. Donc, on recevait les gens la fin de semaine, la semaine. Et j'ai fait ça pendant peut-être 1 an, 2 ans. Et j'ai beaucoup aimé. Après ça, je suis retourné à Montréal travailler dans l'industrie du bronze, encore une fois. Je travaillais pour Jean-Raymond Goyer qui avait une compagnie qui s'appelait Au cœur du bronze. Et c'est cette compagnie-là, d'ailleurs, qui a fait le trophée Maurice Richard. Alors, OK. c'était de la représentation au niveau d'artistes. On y représentait certains artistes et on vendait des sculptures, que ce soit de toutes les grandeurs et même monumentales, donc à des gens là, d'un peu partout dans le monde, ou que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Au Musée du Bronze, je me rappelle, j'ai reçu des gens d'au moins 4 à 5 pays différents là, qui sont venus visiter Hmm. le Musée du Bronze. J'ai beaucoup aimé, ça a été une très belle expérience. Le contact humain plus que Ouais, tu retiens de tout ça, oui. j'imagine, puis le côté historique. Oui, bien, en plus de ça, quand je faisais mes visites guidées au Musée du Bronze, quand il leur restait du temps, donc je les invitais à découvrir l'historique d'Inverness. Oui. Alors, j'embarquais dans l'autobus avec eux autres et je faisais le tour du village et je leur racontais certains faits historiques qui s'étaient passés, des anecdotes. Et puis, encore une fois, ça a été, comme je m'intéressais à l'histoire de mon village et de la région, ben ça a été quelque chose qui m'a servi. Donc, c'était encore une fois une expérience que j'ai vécue et que j'ai toujours continué par après, mais plus au niveau personnel. Tu sais. OK. Mais je veux dire, c'est un enrichissement. Les gens sont toujours intéressés par l'histoire et Oui. surtout par les anecdotes. Alors, les gens, je pense qu'ils aimaient beaucoup ça. Par après, il y a eu la route celtique qui a été reprise par quelqu'un d'autre et qui a continué, là, Bellurette, fait son chemin. Parce que ici, en région, partir des projets, c'est le fun, mais malheureusement, c'est toujours la même chose. Il y a un manque de financement. Et ce qui Mhm. fait que tu dois t'expatrier pour aller travailler ailleurs. C'est Oui, souvent ça. ouais, c'est souvent ça. Puis avec un peu de chance, des fois, il y a un poste qui s'ouvre dans la région, puis tu peux revenir t'établir. Là, mais Oui, oui. pour avoir suivi un petit peu le même parcours, j'ai fait mes études à l'extérieur, puis finalement, il y a un poste qui m'a ramené ici, donc le poste de directeur à la télévision communautaire. Ben, Hmm. le musée du Oui. bronze, au cœur du bronze, j'ai été travailler dans un domaine tout à fait différent. C'est un de mes amis qui m'a invité à aller travailler dans le domaine du transport blindé. Donc, OK. ça veut dire le transport des valeurs. Donc, j'ai été travailler pour l'équivalent de la Brinks, qui s'appelait Sécure dans le temps, OK. qui était une filiale de Desjardins. Et on transportait de l'argent, donc on remplissait les guichets automatiques. Puis on Hmm. faisait des rondes dans les banques, puis tout ça pour aller chercher de l'argent, aller l'emporter. Ça aussi, ça a été toute une expérience parce qu'il fallait que tu travailles armé. Donc, il a Oui. fallu que. Moi qui n'avais même pas mon permis de chasse, alors il a OK. fallu que je fasse tout le processus permis de chasse, permis d'armes de poing, rencontre à la Sûreté du Québec. Il a fallu suivre une formation aussi, comment se comporter dans les camions, comment transporter de l'argent. Ça aussi, j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Ça doit être un peu stressant, C'est ça, assez hein? stressant, c'est assez Ouais. stressant, mais par contre, très formateur parce que moi, j'étais sûr et certain que je ne passerais même pas les tests. Hmm. Je me disais, mon Dieu, j'ai jamais fait ça de ma vie, comment tu veux que. En fin de compte, je passe le premier test, qui était des tests psychométriques à l'époque.
Donc, un test de 300 questions que tu dois remplir dans 1 heure. Et fait que là, on me rappelle, ouais, tu as passé le test, viens passer le deuxième. Alors, c'est un deuxième test de 100 questions en une demi-heure. Puis là, il ne faut pas que tu niaises. Il faut vraiment, tu as une demi-heure pour répondre. Ça y va au toast, comme on dit. OK. Et passer tous les tests, Sûreté du Québec, puis toutes les enquêtes. Puis en fin de compte, j'ai réussi à travailler dans cet emploi-là. J'espère que tu t'en es jamais servi, même si tu Non, savais non. comment. J'ai eu peur des fois, là, parce Ouais. qu'à Montréal, on faisait affaire avec des gens, on côtoyait des gens. Moi, celle-là que j'ai vue le plus, c'était la pègue asiatique, là, qui venait. Il y avait des gens qui arrivaient avec des lunettes noires, des longs paletos et les mains dans les poches. Et ils se mettaient entre nous puis le camion. Mais on appelait ça des stools. Eux autres, ils venaient comme tester les équipes à savoir si on était sur nos gardes ou pas. OK. Mais c'était des gens qui étaient envoyés par des gangs pour voir si on était alerte. Et OK. on l'était. Ça faisait Alors, partie du processus. Ça faisait partie du processus, oui, Ouais. tu sais. Mais il y a des fois qu'on avait peur, tu sais. Je me rappelle une des premières fois que j'ai travaillé, on est rentré dans un IGA, puis on vidait le coffre-fort, puis il y a un monsieur qui est arrivé, puis il nous a fait une joke. Il a crié, c'était un hold-up. Oh, voilà. Fait que je sais pas si tu sais, mais quand tu as des mains dans l'argent, puis que tu as le garde en arrière de toi avec son 12, là, c'était comme... Puis, mais ce monsieur-là, tu sais, c'était pas méchant, c'était une joke. Mais on est allé le voir après pour dire, toi, tu as joué avec les poignées de ta tombe, là, tu sais pas, là, mais nous autres, on a un 12 avec de la chevrotine, puis on a des 45 sur nous autres, tu aurais pu te faire canarder, là, tu sais. Solidement. Mais tu sais, c'est ça, Ok. c'était... mettons que mon rythme cardiaque avait passé de 65 à 215, là. Ouais. Mettons mais ça fait partie de la vie. Des fois, on rencontre des gens. Je me rappelle, on était sur Sainte-Catherine, puis ça arrivait souvent que les gens là, se mettaient comme ça pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait dans le camion. Tu OK. es obligé quasiment de faire ça en sortant là, pour dire tasse-toi. Il faut que tu fasses attention parce que tu n'es pas un policier, tu es un citoyen armé. OK. Donc, tu es très responsable de ce que tu fais. Et le code au niveau des armes à feu au Canada est très, très sévère. Tu ne peux même pas enlever la gaine sur ton revolver juste pour le plaisir de l'enlever. Ouais. Si tu C'est dégaines, plus, au Canada, si tu dégaines, c'est parce que ta vie est en danger de mort. C'est pas comme dans les films. Je me rappelle dans les premières formations avec la Sûreté du Québec où on disait on va tirer un coup de semence pour avertir. Les gens disaient c'est parce qu'un coup de semence, t'es déjà mort. Là, OK. au Québec, tu peux pas tirer un coup de semence, ça se fait pas. Tu dégaines, c'est parce que ta vie est vraiment en danger de mort. Heureusement, c'est jamais arrivé, puis bien content parce que c'était quelque chose quand même. Mais j'ai adoré cette formation-là parce que c'est un dépassement de soi-même. Jamais je pensais que je pouvais travailler armé, mais en fin de compte, le revolver devenait comme un galon pour le gars qui travaille sur la construction. Là. Un petit rappel aux gens pour dire... Ouais, tu sais, mais C'était c'était... une mauvaise blague. Là. Oui, exact. Mais n'empêche que j'ai beaucoup aimé parce que ça a été très, très formateur. Tu sais. Super. Mais justement, tu as un passé, on parle de marionnettisme, Ouais. l'entretien, la sécurité, le musée du bronze Oui. historique, mais la vidéo là-dedans? La vidéo, ben, j'ai commencé amateur. J'avais un ami qui avait une toute petite caméra, les premières caméras numériques qui étaient des HD cam, là, des tout petites, Ouais. à cassette. Et je m'amusais à faire de la vidéo. Ben, j'ai commencé même plus jeune que ça. Chez nous, on avait une vieille Yashica. OK. Ceux qui ont mon âge, ils vont savoir c'est quoi. Là, c'est des premières cassettes qui étaient faites par Kodak. Et c'était une bobine qui était une cartridge qu'on appelait, une cartouche qu'on mettait dans la caméra. Et on partait ça, puis c'était bon pour à peu près 10 minutes. OK. Et c'était les premières vidéos que j'avais expérimentées. Je filmais, bon, quand on allait à des mariages ou des fêtes de famille, fait qu'on filmait, tu sais. Ça, pour visionner ça, tu utilisais quoi? Ben, il fallait enlever, c'était un projecteur. Il fallait envoyer ça chez Kodak. Et là, ils développaient la bobine, puis on recevait une bobine, puis on la passait dans le projecteur, puis on la projetait sur le mur. Mais par après, ben, plus tard, là, ben, c'est ça, avec le digital, ben là, je faisais des petits contrats et je montais avec iMovie. Donc, les premiers Mac qui sont arrivés, qui avaient des logiciels de montage intégrés. Là, on t'a rendu dans le numérique. On était rendu dans le numérique. OK. Et à un moment donné, un jour, il y a un ami qui m'appelle pour me dire ah, ben, il y a un poste qui s'ouvre à la télévision de l'Érable. Est-ce que tu voudrais venir essayer ça? Puis je me dis ah, le monde de la télé, c'est quelque chose qui m'attirait. J'avais aucune idée de ce à quoi j'allais vivre ou ce qui allait m'attendre là-bas.
Mais en fin de compte, c'est ce qui m'a ramené ici dans la région. OK. Directeur à la télévision communautaire de l'Érable. OK. On parle de quelle année? 2001. Novembre 2001 jusqu'en 2014, à peu près. OK. Puis pour faire un petit retour, quand tu es arrivé ici, l'équipe en poste, c'était-tu gros? Non, il y avait peut-être, on était 4 personnes. OK. Et à un moment donné, c'était l'époque où il y avait un peu plus de subventions salariales, là. Donc, il y avait, il y avait plus là, d'argent disponible pour faire travailler les gens, puis les étudiants, puis des gens qui étaient soit à faible revenu ou qui pouvaient venir travailler, qui voulaient travailler, s'impliquer. Et malheureusement, ça n'a pas pris de temps que les subventions ont pris le bord parce que, bon, il y avait des coupures budgétaires qui se faisaient. Fait que l'équipe a passé de 4 à 2. OK. Donc là, ça a été assez drastique parce que là, il fallait tout faire. Donc, j'ai été recherchiste, caméraman, monteur. J'ai appris à monter parce que quand je suis arrivé ici, c'était des machines qui étaient pas numériques. OK. Donc, c'était un autre univers, là. Tu sais, c'était des cassettes 3/4, comme on appelait. OK. Donc, il fallait s'adapter. Mais heureusement, je suis arrivé en novembre, mais en janvier, le numérique commençait à faire son arrivée. Eux autres, dans le temps, ils appelaient ça le montage linéaire, là. Ils prenaient des extraits puis ils les montaient une après l'autre. Alors que quand le numérique est arrivé, on tombait avec des tables de montage avec des ordinateurs. Donc, c'était Adobe Premiere Pro, Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à aujourd'hui. Les premières Donc, versions. oui, les versions qui étaient disponibles. Ouais. Alors, j'avais des stagiaires qui arrivaient des écoles de production qui m'ont montré comment me servir de ce logiciel-là. C'était Émilie Chabot. OK. Émilie Chabot, qui est une des celles qui est venue travailler avec moi ici, qui m'a montré comment me servir d'une table de montage dernier cri. Et là, wow, c'était génial de travailler. Et quand tu pouvais apprendre à travailler avec du montage non linéaire, donc c'était majestueux. Là, c'était un autre univers. On laissait les vieux appareils dinosaures au sous-sol, puis on a commencé à rentrer aussi les caméras numériques, les PD 150, les Panasonic et tout ça, qui était à l'époque le dernier cri au niveau de la vidéo. Et ça a rendu plus accessible aussi, tout cet équipement-là pour les gens qui veulent apprendre aussi. Un petit ordinateur, une petite caméra, puis on pouvait s'amuser à la maison. Là, contrairement à l'analogique qui était beaucoup plus compliqué, j'imagine. Oui, moi j'ai vécu les débuts du numérique. On a commencé à faire des sites Internet, on a mis les vidéos sur Internet. On a vécu aussi l'arrivée des téléphones cellulaires qui venaient nous compétitionner parce que là, tout le monde pouvait mettre n'importe quoi sur Internet. Ça a été une période difficile aussi parce qu'on devait, nous, ça faisait longtemps, écoute, la télé, ça faisait 40 ans qu'elle existait. Et là, tout d'un coup, tu as des nouveaux médias qui apparaissaient, qui venaient nous compétitionner, nous qui étaient sur le câble et qui commençaient à entrer sur YouTube, les YouTube de l'époque. Et c'était assez spécial, là. Mais tout faire, là, monteur, caméraman, recherchiste, c'était de l'action. Puis en plus, gestionnaire. Ah. Ça, c'était quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Bien, surtout dans le communautaire, on vit de subventions, puis on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas l'année prochaine que ça va avoir l'air, quelle subvention on va avoir, qui va être avec nous dans l'équipe. Donc, il y a tellement d'incertitudes. Ça prend un peu un mélange de naïveté et de confiance et de... Ça prend du guts, surtout, là, parce que heureusement, j'ai eu des bons mentors. J'ai eu Pierre Caliori, qui était mon mentor, qui était président de mon conseil d'administration pendant longtemps. Et grâce à lui, il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre à gérer parce que moi, je n'étais pas un gestionnaire, là. Quand je suis arrivé ici, tout d'un coup, il fallait que tu gères du personnel. Il fallait que tu fasses des demandes de subventions au PAMEC, au gouvernement, aux instituts financiers. Alors, il fallait que tu apprennes tout sur le tas. Donc, s'il y avait des conflits, il fallait que tu apprennes à régler des conflits. Quand ça allait bien, c'était merveilleux, mais aussi d'être partout en même temps. On appelle ça le prime time, d'être à la première, à la une de tous les événements. Parfois, c'était du 7 jours sur 7. Si tu voulais du contenu pour diffuser, il fallait que tu sois toujours aux événements quand ils le sont eux. Donc, ça demandait beaucoup de temps. On s'entend, oui. Tout ce qui est événementiel, c'est soir et fin de semaine. Puis si tu veux couvrir des conférences de presse durant la semaine, à un moment donné, on ne peut pas être partout, mais il faut être partout. Puis on ne parle pas du montage. Ah, c'est ça. Le montage, c'était là...
c'était effarant là, ce que ça demandait. Là. J'ai passé plusieurs nuits blanches. Oui, j'en doute pas. Ouais. Puis sinon, dans ces chapeaux-là, caméraman, monteur, animation, administrateur, c'est lequel que tu préférais là-dedans? Ah, ben c'est sûr que c'était interviewer les gens, faire des L'animation. reportages. Pour moi, là, l'animation, j'adorais ça. Là. Et partir. Et j'étais chanceux parce que, comme j'avais fait de l'improvisation beaucoup, Oui. donc je pouvais arriver, et je me mettais 4-5 mots sur une liste par rapport à un monsieur. Je faisais mes recherches. OK, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Je me mettais des mots, puis je partais. Quand le micro et la caméra s'ouvraient, ça y allait tout seul. Tu sais, là, je partais avec qui vous êtes, d'où vous êtes, parlez-nous de notre parcours, un peu comme tu fais aujourd'hui. Oui. Et on allait chercher du contenu comme ça facilement. Et ça m'a amené à faire des séries d'émissions aussi sur les personnalités de la région ici. Et j'ai beaucoup adoré ça. C'était le côté que j'aimais le plus, c'est sûr et Ouais. certain. Le côté technique, j'aimais ça aussi, parce qu'il était en constante évolution. À tous Mhm. les 6 mois, les technologies changeaient. Ça Et va vite aussi. ça Hein. allait Faut être très à vite. jour. Puis, Mais c'était très demandant. Mais l'administration, j'ai ma conjointe, Francine, qui venait de donner un coup de main au niveau de l'administration. Donc, ça allégeait mes tâches aussi. Ouais. Parce que remplir des formulaires pour le PAMEC et compagnie, c'était long et c'était pas ce que j'aimais le plus. Tu sais. Moi, l'administration, là, des fois, ça me rebutait. Tu sais. Alors, j'avais quelqu'un qui pouvait me donner un coup de main là-dessus. Et ça me permettait d'aller vraiment faire les reportages de tout acabit. Y a-tu un reportage, une petite anecdote que tu pourrais raconter là, qui t'aurait marqué là, ici à la télévision? Là, Ben, j'ai beaucoup aimé les reportages que j'ai faits à la Sûreté du Québec. Ouais. Découvrir ces gens-là, découvrir les gens derrière l'uniforme. Et j'ai beaucoup aimé ça, tu sais, parce que et aussi les multiples disciplines qu'on retrouvait, Mhm. chose qu'on savait très peu de la Sûreté du Québec. Ça, c'est un des séries de reportages que j'ai beaucoup aimé. Aussi sur les gens de la région. Hein, on pense toujours connaître nos maires, nos députés, nos conseillers. Bien souvent, on ne les connaît pas parce que souvent, ces gens-là sont des personnalités aussi connues dans leur milieu et on n'entend pas parler. Tu sais. Mhm. Mais comme j'ai couvert tous les sujets, autant j'ai déjà reçu ici des gens de la Rose-Croix qui étaient en visite, le grand maître de la Rose-Croix francophone qui venait de France. Et j'avais entendu parler qu'il était dans les parages et je l'avais invité. Et on avait reçu ici à la bibliothèque, on avait changé le setup du tournage, on avait tourné ça à la bibliothèque. On avait reçu le grand maître de la Rose-Croix francophone qui, lui, faisait le tour de la francophonie. Et tu sais, c'est des hasards comme ça. Là. Il y a des gens qu'on pogne au passage, mais une multitude d'artistes aussi que j'ai rencontrés via aussi Réseau Prévention Suicide qu'on couvrait. Il y avait souvent des artistes invités qui venaient et on pouvait les interviewer. Non, mais j'ai été chanceux, j'ai couvert et j'ai rencontré beaucoup de gens. Oui. Beaucoup d'artistes, beaucoup de gens de la région. Ce que je peux voir, en tout cas, de ce que je connais, c'est plus le côté humain et rencontre Oui. que tu préfères Ah oui. et ton dada. Là. Oh, Oui. oui. Puis ça s'est, par la suite, quand tu as quitté, justement, c'était pour la radio aussi, comme des Oui, communications. j'étais faire un essai avec truckstopquebec.com, qui est une entreprise d'ici de Plessisville, Oui. qui, eux autres, ils sont spécialisés dans les contenus radiophoniques exclusivement pour les camionneurs. Alors, je suis allé essayer ça, la radio, je voulais voir de quoi ça avait de l'air. Et ben, j'ai beaucoup aimé. C'était une expérience qui était tout à fait nouvelle avec Benoît Terrien, que je salue. Benoît Terrien, qui était le directeur, là, qui était le propriétaire aussi. Et ça aussi, c'était un autre univers que je ne connaissais pas du tout. Et tout apprendre, le langage, l'apprentissage. J'ai fait ça pendant un bout, puis je suis passé à d'autres choses. J'ai eu ma propre émission aussi qui s'appelait « Et si on s'en parlait ». Oui. Alors, avec une multitude d'invités, encore là, sur tous les sujets possibles. J'ai fait ça pendant 1 an. Donc, mais comme c'était quelque chose qui demandait beaucoup, toujours avoir des rendez-vous, toujours faire le montage de ça à travers ta plage horaire de travail, ben, à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça demandait trop. Mais, encore une fois, c'était une expérience que j'ai beaucoup aimée. Et si-tu quelque chose qui te manque au niveau de l'animation en ce moment? Est-ce que Ben oui et non. Oui, Ouais. bon, c'est sûr que plus que j'avance en âge, plus je me dirige vers ma retraite. Ouh. Ce que j'ai hâte, tu sais, parce que ma retraite, elle va être très occupée. Parce que oui, je vais sûrement éventuellement peut-être refaire de l'animation un jour ou l'autre, si le temps me le permet.
mais aussi au niveau de l'écriture. Moi, j'ai écrit 2 romans. À travers tout ça, j'ai réussi à écrire 2 romans jeunesse, Oui. alors qui ont été publiés. Donc, ça aussi, c'est en suspens encore, mais je suis en train d'écrire un roman, là, présentement, là, qui... J'ai aucune date de sortie, rien, là, mais c'est un projet. Alors, c'est des projets qui vont meubler ma retraite, assurément. Tu t'ennuieras pas à Non, ta retraite. je ne regarderai pas la pelouse pousser, tu peux être sûr. Puis, si tu veux nous en parler des livres que tu as écrit 2 romans jeunesse? Oui, Le Navigateur que j'ai fait en 1999. OK. Encore là, j'étais agent de sécurité à l'époque à Québec et on avait des soirées, on avait des rondes à faire à toutes les heures, mais à part ça, on avait du temps à tuer. Et je m'étais lancé un défi. Je dis, je vais écrire un roman pour les jeunes, pour le fun. Tu sais. OK. Et puis, je l'ai écrit. Et un jour, Denis Bergeron, qui est un auteur d'Inverness, un écrivain, auteur d'Inverness, il me dit, hey, je lance un livre, mon éditrice, elle va être là, je vais te la présenter, viens la voir. Tu sais. Bon, OK, fait que je vais la voir, je vais au lancement de Denis. Denis me présente cette éditrice-là qui s'appelait Cécile Fortier. C'était une Fortier. Puis moi, j'étais un Fortier. Fait que là, on a parlé de généalogie quasiment tout le long. Et à la fin de la conversation, elle me dit, ben Denis, il m'a parlé de toi. Il a dit que tu avais écrit un roman jeunesse. Il dit, envoie-moi là, j'aimerais ça le lire. Fait que là, écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Patte aux fesses. J'ai parti à la course, je suis allé le chercher chez nous, puis je lui ai remis en main propre. Et 2 jours après, elle me rappelle pour me dire, je le publie. Alors ça, c'était le destin qui faisait en sorte que les portes s'ouvraient. Et je n'ai écrit un 2e aussi en 2005 que j'ai publié. Et après ça, j'ai pris un break. Ça, c'est le 2e, c'est le Le Médaillon. 2e, oui, qui Toujours s'appelait Le série Médaillon. jeunesse. Toujours Roman jeunesse. Ouais. OK. Ah, super. Écoute, le temps file. Ah! Ça va être déjà la fin de l'émission. Ah, déjà? Bon Dieu! Colin, alors, si jamais... écoute, ici, on est toujours prêt à te recevoir avec Ça grand va être le plaisir. sujet d'une autre émission. Merci beaucoup, Dominique, de ta présence, d'avoir accepté notre invitation. Aussi, ça nous a fait plaisir de connaître ton passé. Puis, tu vas toujours être le bienvenu ici comme animateur si jamais tu veux revenir. Merci de l'invitation, puis bonjour à tout le monde. Merci. C'est ce qui termine notre émission Un peu beaucoup passionnément avec Dominique Fortier. Au plaisir.